l'actualité politique de Guillaume Durand sur Radio Classique et Paris Première. Jean-Louis Bourlanges, vous êtes essayiste, vous avez été parlementaire européen, vous avez enseigné donc à Sciences Po. Et la première question est toute simple, est-ce que vous croyez à la sortie ? Je n'en sais rien. J'étais convaincu il y a quelques jours que les Britanniques étaient emportés par, enfin les Anglais, pas les Britanniques, parce que ni les Gallois, ni les Écossais, ni les Irlandais du Nord, mais que les Anglais étaient emportés par un mouvement que je considère comme totalement irrationnel, mais Hassner a montré récemment que nous étions dans une époque où les passions l'emportaient sur les intérêts, et je pensais que ça vraiment, ça serait irrésistible. Et puis, il s'est passé cet horrible drame, et ça a un peu agi, si vous voulez, comme... C'est-à-dire que tout d'un coup, Shakespeare s'en mêle. Oui, le meurtre intervient dans la tragédie, et la tragédie est bousculée. Absolument, et il s'est passé quelque chose, je crois que c'est comme une gueule de bois. C'est-à-dire que tout le monde était cinglé, tout le monde était emporté par un truc, et puis il y a eu cet horrible événement, et tout le monde se regarde, et ne sait plus très bien où il en est. C'est un peu comme dans la règle du jeu, Jean Renoir. Après le crime, la fête est complètement folle avant le crime, et puis quand le gars est mort, tout le monde se regarde, tout le monde est nu, comme on dit dans la Bible, et personne ne sait plus où on va. Mais c'est pas pour ça. Je crois que l'avance du Brexit était très forte, donc c'est pas du tout pour ça qu'on est sûr que le Bremen va l'emporter. D'autant plus que les sondages se trompent beaucoup en Grande-Bretagne, donc c'est très compliqué. On ne sait pas, mais il y a une irrationalité totale à sortir, pour des raisons politiques, pour des raisons économiques. On va parler de tout ça. J'aimerais venir ce matin parce que justement, on est dans une problématique où les passions l'emportent sur la raison concernant l'Europe. Ça fait maintenant des années. On a connu ça d'ailleurs en 92 parce que le non était favorable pendant l'été, puis François Mitterrand est intervenu à l'automne. Les Français ont basculé de justesse. Donc la première question nous concernant, parce qu'on est atteint par le même mal. Oui. Quel est le problème qui est posé aujourd'hui par l'Europe au peuple ? Si vous voulez, Hubert Védrine disait hier sur une radio que le problème c'est que les européistes en avaient trop fait, qu'on avait essayé, on en faisait trop de réglementations, trop de choses, etc. Je crois que c'est ce que les gens ressentent, mais c'est pas du tout la vérité. La vérité, c'est que l'Europe ne fait plus rien depuis 20 ans. L'Europe, en 1995, toute l'Europe a basculé dans l'euroscepticisme. Et on est en face de gens qui dirigent l'Europe et qui ne la veulent pas. Alors on a fait l'euro, et puis on s'est arrêté là, et on est tétanisé. Or, on ne règle aucun problème. Il n'y a pas de politique extérieure. Je vais vous donner des exemples précis, vous allez essayer de m'expliquer. Mais il n'y a pas de politique extérieure. Les Européens attendent. On est confronté à Poutine, on est confronté à Daesh. Ils attendent une politique extérieure. Les chefs d'État se réunissent, se bricolent, discutent, et puis se donc c'est un échec. Donc ce que vous aimez, c'est un échec, en fait. Non, ce que je dis, c'est que, alors qu'il y a des gens qui nous disent que l'Europe est à défaire, je dis que l'Europe reste à faire. Je vais poser des questions très simples. Par exemple, Juncker est le patron. Il dirige il n'est pas le patron. Ça, c'est le premier point. Oui, d'accord. Il fait ce qu'il peut. Il fait ce qu'il peut. D'accord. Mais il dirige un pays qui est le Luxembourg. Enfin, il a longtemps dirigé un pays qui était le Luxembourg, qui est quand même un paradis fiscal, alors qu'on parle d'équité fiscale en Europe. Donc, c'est un système qui est quand même... Si je prends le problème fiscal, c'est complètement paradoxal. Non, mais celui qui dirige officiellement l'Europe a mis en place, pendant des années, dans son pays d'origine, le Luxembourg, un paradis fiscal qui permet à tout le monde d'échapper... C'est ce que les Européens disent, de façon un peu comique, je dois dire, c'est que c'est le syndrome de Thomas Becket qui faisait la noce avec le roi, et puis quand il est devenu archevêque de Canterbury, a été gagné par la grâce. La vérité, c'est que le problème fiscal, il est réel, et que le problème fiscal, c'est d'abord un problème institutionnel. Quand vous avez que toutes les décisions en matière fiscale sont prises à l'unanimité, le moins-disant fiscal l'emporte sur tout. Et ça, c'est vrai en politique étrangère, c'est vrai en politique fiscale, c'est vrai en politique de surveillance des frontières. Non, le problème, c'est que l'Europe n'existe pas. Et on prétend qu'elle existe, on fait semblant, et donc les gens, qu'est-ce que ressentent les gens ? Ils ressentent le décalage. Ils disent, l'Europe dit qu'elle fera, et donc ils sont angoissés par le fait que l'Europe, comme on dit en Angleterre, que l'Europe ne délivre pas. Et alors, il faudrait... Simplement, personne ne regarde la situation. Qu'est-ce qu'on veut transférer à l'Europe et qu'est-ce qu'on veut garder ? Par quelles institutions on veut fonctionner pour que ça marche ? Quel territoire doit représenter l'Europe ? Tout ça est occulté. Personne n'apporte la moindre question et la moindre réponse. Je vais vous poser encore une autre question qui me paraît à caractère pratique et qui va évidemment nous aider à réfléchir. Le dénommé Alexandre Chyprégine, si son nom est exact. Donc cet ultranationaliste supporter qu'on a retrouvé à Toulouse. Je vous vois venir parce que je vous ai entendu tout à l'heure. Voilà, c'est vrai quand on se pose la question de l'Europe. Le type est viré par les autorités françaises. Il arrive à Moscou et il dit à tout le monde en envoyant des tweets, je reviens.
Alors on dit, mais non, il va jamais revenir. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend un vol Paris-Moscou-Barcelone. À Barcelone, il prend une voiture. Personne ne le contrôle à la frontière entre l'Espagne. Et après, il a été arrêté et maintenant il est en garde à vue parce qu'il a envoyé des tweets, des films alors qu'il était dans le truc. Oui. Donc là, les gens se disent, l'Europe, ça ne marche pas. Ça, les gens se disent ça, mais si on réfléchit un peu, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, il s'est passé que la police est quand même en grave défaut. On a affaire à un provocateur, un hooligan, un homme politique russe, parce que, etc. On l'expulse. La moindre des choses, c'est que c'était le type à suivre. On devait savoir où il était, ce qu'il faisait, etc. Donc il y a une claire défaillance des services de renseignement. C'est pas... Alors, allez, ça, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez bloquer... Ah non, mais les gens pensent simplement c'est à la frontière. C'est à la frontière entre l'Espagne et la France. Alors oui, qu'il aurait dû être, comme on dit vulgairement, qu'il aurait dû être coxé par les autorités. Il aurait été coxé par les autorités. Ça veut dire que si vous ne le surveillez pas, vous devez, à la frontière franco-espagnole, arrêter les millions de personnes qui vont en vacances sur la Costa Brava ou sur la Costa Cantabrica, qui reviennent d'Espagne, qui passent, comme disait à l'époque Charras, qui sont un peu troublés parce qu'ils passent la bouteille d'anisette. Vous devez faire tout ça. C'est absurde. Vous n'allez pas bloquer des dizaines de millions de personnes parce que vous avez un petit malin qui n'est pas surveillé par la police. Mais les gens sont tout à fait d'accord pour que Bourlange, vous, ayez en vacances en Espagne, mais on veut arrêter ce type-là. Vous savez, vous voyez la différence entre Guillaume Durand et Jean-Louis Bourlange d'un côté, d'honnêtes citoyens, et cette espèce de provocateur hooligan, si vous ne bloquez pas tout le monde. Donc, en réalité, tout ça est un mythe. On sait très bien que c'est un mythe, mais les gens qui ont fait les attentats à Paris, mais c'est pas parce que vous allez surveiller aux frontières des millions de personnes que vous allez les arrêter. C'est un problème policier. C'est la préoccupation des gens. C'est pour ça que les gens basculent vers le non. Non, mais si vous me donnez une explication, quand on vous dit c'est injuste, si vous me donnez une solution, je ne vous suis pas. Voilà, non, mais quand les gens disent c'est injuste fiscalement, et que d'autre côté ils considèrent que les frontières sont pas surveillées. Oui, mais c'est injuste fiscalement. Qu'est-ce que proposent les Britanniques, sinon de continuer, comme l'a dit d'ailleurs votre invité précédent, de continuer leur comportement non coopératif. Fiscalement, ils ont baissé unilatéralement leur impôt sur les sociétés. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent continuer, ils ont parfaitement le droit de le faire, donc on voit pas pourquoi ils sortiraient d'Europe, mais ils veulent faire tout souverainement. Donc il faut simplement s'interroger, qu'est-ce qu'on veut exactement? Est-ce qu'on veut renforcer la cohésion des Européens face au XXIe siècle, ou est-ce qu'on estime qu'on va aborder le XXIe siècle en disant chacun fait ce qu'il veut là où il est, et le reste on s'en fout? Bourlange, Jean-Louis, donc essayiste, et nous posons les questions. Pourquoi les Anglais, qui ont comme principal fer de lance dans le monde la City, et donc justement le mieux-disant fiscal, plus toutes les combines qu'on connaît, mais nous aimons l'Angleterre, pourquoi ils renonceraient à ce qui est leur force au nom de l'Europe? C'est un peu comme si nous, on renonçait au luxe au nom de l'Europe, alors qu'on est numéro 1 mondial. Il n'y a aucune raison qu'ils renoncent. Il y a simplement une allergie fondamentale des Anglais au mariage. Les Anglais, ils sont séparés de corps par Schengen, ils sont séparés de biens par l'euro, et ils ne veulent pas rester mariés. Et ils détestent ce lien conjugal. Les Anglais, pas les Britanniques. Mais je crois que c'est une triple erreur. Économiquement, je ne crois pas à la catastrophe économique, mais je crois que c'est pas bon. C'est pas bon pour eux, c'est pas bon pour leur commerce, ça va entraîner des délocalisations partielles des boîtes qui veulent exporter sur le continent, c'est pas bon. Politiquement, c'est un désastre, comme Obama leur a dit. C'est le cheval de Troie hors les murs. Quand vous êtes le cheval de Troie, la meilleure chose à faire, c'est de rester dans la Troie. Si vous êtes en dehors des murailles, ça n'est pas très efficace. Ils ont peut-être envie de devenir des monégasques survitaminés. Je sais pas. Avec une reine, une City, oui, et mais des exemples. Oui, mais enfin la City, en tout cas, elle vote Bremen, ceux qui sont plus près. Et enfin, ça c'est quand même très grave, c'est la cohésion du Royaume-Uni. Alors on a beaucoup parlé de l'Écosse. Moi je crois que l'Écosse, c'est vrai qu'il va y avoir des tensions. J'ai jamais pensé que ça conduirait immédiatement à une sorte de vote d'indépendance. Mais la tension sur l'Irlande est très grave. L'Irlande, la paix en Irlande, c'est comme le lait sur le feu qu'il faut surveiller. Or à partir du moment où vous dites aux Irlandais du Nord, maintenant vous vous coupez des Irlandais du Sud, c'est une machine à faire renaître des tensions et des violences dont on ne mesure pas les conséquences aujourd'hui. Il n'y a rien à gagner pour les Britanniques à sortir, et il y a beaucoup à perdre. Question, elle est fondamentale. Le couple franco-allemand, donc François Hollande, Angela Merkel, c'est Nicolas Sarkozy qui déjeune aujourd'hui avec Angela Merkel. Est-ce que, du point de vue français, Hollande a fait quelque chose pour que ça remarche? Non, je crois que c'est la grande erreur, c'est la grande faiblesse de Hollande, c'est qu'il était en principe auréolé du titre de disciple préféré de Jacques Delors, etc. En réalité, il a été d'une
totale inertie sur le plan des initiatives et il a été d'une totale non-fiabilité vis-à-vis de nos partenaires. Combien de fois a-t-on dit, dans 6 mois, on aura réduit les déficits, dans 1 an, les 3%, etc. On a répété ce mensonge année après année et plus personne ne nous croit. Et ça, c'est une situation très grave. Les Allemands eux-mêmes, d'ailleurs, ne sont pas, il faut pas croire qu'ils sont pro-européens comme ça. On voit bien que la cour de Karlsruhe est très, très souverainiste, que Merkel elle-même a fait des discours prudents à Bruges il y a quelques années, etc. Ils sont prudents. Et c'est ça le problème britannique. Pourquoi les Britanniques sont-ils tentés ? Parce que ils sentent que en face d'eux, le couple n'est pas au rendez-vous. Quand Thatcher avait l'impression inverse. Thatcher n'a pas empêché la construction du Royaume-Uni, la construction de l'Europe, pardon, parce qu'elle sentait la force avec le discours de Mitterrand à Bonn. Elle aimait bien Mitterrand. Oui, elle aimait bien. Puis elle voulait être dedans. On lui a dit vous paierez pas, on fait votre chèque, donc ça vous coûtera pas trop cher. Bon, très bien. En fait, comme les géopoliticiens le disent toujours, c'est quand le centre est faible que la périphérie lâche. Jean-Louis Bourlange, donc essayiste et qui fut parlementaire européen, était l'invité de la matinale de Radio Classique et de Paris Première. Nous sommes en direct, nous sommes ravis de vous accueillir comme tous les matins. N'oubliez pas la soirée spéciale sur Radio Classique en direct de l'Opéra, les plus grands airs d'opéra en direct de l'Opéra Bastille. 2700 privilégiés, donc vous prenez votre parapluie, vous y allez ce matin et vous attendez dans un petit café en disant j'aimerais bien y être.